non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au photovoltaïque. Pour introduire cette vidéo, observons la photo suivante. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un champ de panneaux photovoltaïques. La question que nous allons nous poser, c'est où se trouvent ces panneaux photovoltaïques. Mais aussi, nous allons essayer de comprendre comment fonctionne un panneau photovoltaïque. Pour cela, nous allons d'abord voir le principe d'un panneau photovoltaïque. Ensuite, nous verrons les deux théories qui permettent de comprendre le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque. Et enfin, nous détaillerons la constitution et exprimerons le rendement d'un panneau photovoltaïque. Comment produire de l'énergie électrique sans utiliser d'alternateur? Au chapitre précédent, on avait vu que l'alternateur permet de convertir de l'énergie mécanique grâce à l'écoulement de matière au niveau de la turbine ici. Celle-ci est couplée à un axe qui va entraîner la rotation de ce qu'on appelle ici le rotor. Et celui-ci va générer un champ magnétique variable. Et ce champ magnétique va induire une tension au niveau du stator. Ainsi donc, l'alternateur permet de produire de l'énergie électrique à partir d'énergie mécanique. Donc c'est ce qui est résumé sous ce schéma énergétique. Donc de l'énergie mécanique qui rentre dans l'alternateur et il va en sortir, ça va être transformé en énergie électrique. Il existe un autre système qui va nous permettre de produire de l'énergie électrique. Il s'agit des panneaux photovoltaïques. En effet, lorsque ceux-ci sont exposés à la lumière du soleil, ils vont convertir cette énergie lumineuse en énergie électrique. C'est ce que l'on revoit ici au niveau du schéma énergétique. Pour comprendre le fonctionnement d'un panneau photovoltaïque, il faut s'intéresser à deux théories de la physique que sont la mécanique quantique et la théorie des bandes. Commençons par la mécanique quantique. La mécanique quantique va s'intéresser à l'échelle microscopique, dit autrement à l'échelle au niveau de l'atome. À cette échelle-là, pour interpréter les phénomènes observés, on est obligé de considérer que les échanges énergétiques se font de manière discrète. Alors le mot discret, pour bien vous le définir, j'ai fait apparaître ici ce schéma qui permet de comprendre la distinction entre une grandeur discrète et une grandeur continue. Donc en rouge, vous avez une grandeur continue. Donc comme son nom l'indique, la valeur est définie en tout point. Vous voyez ici, il n'y a pas de discontinuité justement. Et par contre, une valeur discrète, ça correspond au bâton que vous voyez ici. Et en fait, cette valeur-là est définie qu'en certains points. Et donc, entre deux bâtons, la valeur n'est pas définie. Donc, c'est par opposition, donc discret et continu. Et donc, retenez qu'en mécanique quantique, l'énergie ne varie pas de manière continue, mais elle prend des valeurs discrètes. Cette quantification des échanges énergétiques s'applique aussi bien à la lumière qu'à la matière. Nous allons commencer par exprimer la quantification de l'énergie de la lumière. Alors il faut savoir que la lumière va pouvoir être modélisée à la fois comme une onde, caractérisée par sa fréquence et sa longueur d'onde, mais aussi comme une particule. Avec justement cette particule, on l'appelle le photon, et c'est ce qu'on appelle le quanta d'énergie. Souvent on entend parler de dualité onde-particule pour la lumière. Je vais essayer de vous expliquer ce que signifie ce terme à travers le dessin que l'on voit ici. Donc là vous avez un cylindre. Ce cylindre va jouer le rôle de la lumière. Et imaginons que vous ne voyez pas le cylindre, mais par contre vous allez faire une expérience qui va consister à éclairer le cylindre avec une lumière dirigée selon cette direction-là. Ce que vous voyez sur le niveau du mur là, c'est l'ombre de l'objet, qui est donc un carré. Donc la lumière est en bleu, vous voyez l'ombre est noire, et autour vous avez la lumière qui délimite le contour de l'ombre. Donc là vous allez pouvoir dire, donc je vois un carré, et je peux en déduire que l'objet qui est là est par exemple un cube. Après vous faites une deuxième expérience, et cette fois-ci vous éclairez en lumière jaune donc l'objet selon cette direction-là, et là vous allez voir sur le mur donc un cercle, c'est-à-dire la lumière jaune va délimiter l'ombre, et vous voyez un cercle. Et donc vous allez pouvoir en déduire, ah mon objet c'est une sphère. Et en fait c'est ni un cube ni une sphère, c'est un cylindre. Mais c'est le même phénomène pour la lumière. La lumière, selon l'expérience que l'on fait, on va dire c'est soit une onde, soit une particule. Donc la lumière est à la fois une onde et une particule. En mécanique quantique, on a ce phénomène-là de dualité onde-particule et on va utiliser le photon comme le quanta d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie minimum que peut contenir la lumière. En fait, lorsqu'on a un faisceau de lumière,
il va être constitué d'un certain nombre de photons. Et chaque photon a une certaine énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un demi-photon, le minimum c'est un photon. L'énergie de la lumière varie non pas de manière continue, mais de manière discrète. Et donc voici l'expression de l'énergie justement d'un photon. C'est, donc là nous avons l'énergie d'un photon en joules. H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, qui s'exprime en joules fois seconde. Nu, c'est ce qu'on appelle la fréquence donc de l'onde lumineuse, et qui sera exprimée en Hertz ou seconde moins 1. Et après, on peut remplacer donc la fréquence justement par le rapport de C sur lambda. C, c'est la célérité de la lumière, ou la vitesse de propagation de la lumière, en mètres par seconde, et lambda, la longueur d'onde, qui s'exprime en mètres. Passons à la quantification de l'énergie au niveau de la matière. Voici un schéma qui représente donc un atome, avec en son centre le noyau, avec ses deux constituants, les protons et les neutrons, et autour, donc ce qu'on appelle le nuage électronique avec les électrons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, si je veux exprimer l'énergie de l'atome, on représente ainsi son énergie avec un axe vertical où ce qu'on appelle l'état fondamental correspond à l'énergie la plus basse. Et ensuite, on va pouvoir exciter cet atome-là. Et donc son énergie va augmenter. Par exemple, l'énergie possible, c'est l'énergie E1 qui correspond au premier état excité, après E2 au deuxième état excité, etc. Et donc, vous voyez, là, on a de nouveau cette quantification des énergies. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir un atome qui a une énergie comprise entre E0 et E1. C'est forcément soit E0, soit E1, soit E2. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau des atomes, l'énergie ne varie pas de manière continue, elle est quantifiée. Que se passe-t-il lorsque la lumière interagit avec la matière? Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser le graphique suivant. Imaginons que l'on a une source de lumière ayant un spectre continu. C'est-à-dire que on va observer toutes les lumières qui composent l'arc-en-ciel, du bleu jusqu'au rouge. Et cette lumière, on l'envoie sur de la matière, représentée ici par un atome, et on considère que l'atome est dans son état fondamental. Donc il a un niveau d'énergie assez bas. Certains photons vont être absorbés par la matière. Et ça correspond, vous voyez, aux raies noires que vous voyez apparaître ici. Alors pourquoi il n'y a que certains photons qui vont être absorbés? En fait, c'est les photons qui auront une longueur d'onde, donc une couleur particulière, qui va correspondre à la différence de niveau énergétique entre l'état fondamental et un état excité. Et donc ici, vous voyez, l'atome est représenté dans son état excité. Donc il a reçu l'atome de l'énergie qu'il a pris au photon. Donc on peut résumer ceci en disant qu'il y a absorption d'un photon avec une longueur d'onde bien particulière, dite quantifiée, et l'énergie de ce photon permet d'augmenter le niveau énergétique de l'atome. Une fois que l'atome est excité, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner à son état fondamental, donc se désexciter en émettant l'énergie qu'il avait reçue dans un premier temps. Et donc il va réémettre un photon. Et ce photon aura la longueur d'onde correspondant à la différence d'énergie quantifiée ici. C'est pour ça que si on analyse la lumière émise par la matière, on va avoir cette fois-ci un spectre de raies correspondant aux différents photons émis. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a émission d'un photon avec une longueur d'onde bien particulière, quantifiée, lorsque le niveau d'énergie de l'atome passe d'un niveau élevé à un niveau plus bas. À présent, nous allons nous intéresser à la deuxième théorie qu'on appelle la théorie des bandes. Alors pour expliquer cette théorie, je fais apparaître ici un diagramme qui représente l'énergie de la matière. Et ici, on a trois types de matériaux, les isolants, les métaux et les semi-conducteurs. Alors, contrairement à ce que l'on vient de voir, pour les matériaux, nous n'allons pas avoir des niveaux d'énergie distincts, mais plutôt des bandes énergétiques. Et il y a deux bandes qui sont très importantes. En fait, c'est la bande de valence, c'est elle qui va contenir les électrons de la couche externe des atomes. Et après, au-dessus, on a ce qu'on appelle la bande de conduction. Et pour qu'un matériau soit conducteur, il faut que les électrons puissent atteindre cette bande de conduction. Et donc c'est là que l'on voit que pour les métaux, la bande de valence et la bande de conduction se chevauchent, on a une zone de chevauchement là, donc les électrons vont pouvoir passer facilement cette bande-là à celle-ci. Donc les métaux sont conducteurs. Par contre, les isolants, vous voyez qu'il y a une grande différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction. Donc les électrons présents ici auront beaucoup de mal, voire ce sera quasiment impossible qu'ils passent de la bande de valence à la bande de conduction. Et entre les deux, on a les semi-conducteurs où il y a plus de chevauchement, mais un petit gap, on appelle ça une petite différence de niveau d'énergie pour passer de la bande de valence à la bande de conduction. Donc sous certaines conditions, les électrons vont pouvoir aller dans cette bande-là et rendre le matériau conducteur. Alors les conditions, par exemple, ça peut être une grande différence de tension, ça peut être une
une température qui augmente, ce qu'on appelle les thermorésistances. Ça peut être un éclairage, ce qu'on appelle les photorésistances. Pour conclure, on peut dire que pour qu'un matériau soit conducteur, les électrons doivent être présents dans la bande de conduction. Qu'est-ce que le dopage d'un semi-conducteur? La plupart des semi-conducteurs sont en silicium, le symbole chimique Si. L'atome silicium possède 4 électrons sur sa couche externe. On notera, vous verrez par la suite, plus 4. Ce qui veut dire qu'il va établir 4 liaisons covalentes avec 4 atomes voisins. Et donc, il n'aura aucun électron qu'il pourra libérer pour être porteur du courant électrique. Donc, sa conductivité est quasiment nulle. C'est pourquoi on va le doper pour le rendre conducteur. Donc, quel est le principe du dopage? Vous avez ici un schéma qui vous montre donc des atomes de silicium. Là, il y a marqué Si plus 4. Vous avez autour, par exemple, si je prends là, donc les 4 électrons qui vont être mis en commun avec un autre électron d'un autre atome de silicium pour former 4 liaisons covalentes autour de chaque atome de silicium. D'abord, je vais vous parler du dopage de type N, avec un ajout d'un autre atome, c'est de l'arsenic, comme vous voyez ici. Et là, vous voyez, il est noté plus 5. Pourquoi? Parce que lui, contrairement au silicium, il va avoir 5 électrons sur sa couche externe. Et donc, comme il a besoin de uniquement mettre 4 électrons en commun pour former 4 liaisons covalentes, il va pouvoir libérer un électron. Donc cet électron, on appellera ça l'électron libre, et c'est lui qui va permettre de rendre le silicium dopé négativement conducteur. Donc cet électron va pouvoir se déplacer. Ensuite, deuxième type de dopage, c'est le dopage de type P comme positif, et cette fois-ci on va ajouter des atomes de bore. Et le bore, contrairement à l'arsenic, lui, il aura 3 électrons sur sa couche externe. Le plus 3 là, donc il va manquer un électron pour former la 4e liaison, et donc on va voir apparaître ici ce qu'on appelle un trou. Et là, ce sont les trous qui vont se déplacer. Ce qui se passe, c'est qu'un électron d'une autre liaison va se mettre sur le trou et donc libérer le trou ici. Donc c'est ça qu'on parle de déplacement de trou. Donc voilà le principe du dopage positif P et du dopage négatif N. Qu'est-ce qu'une jonction PN? Comme son nom l'indique, une jonction PN, ça va être fait d'associer un semi-conducteur de type P avec un semi-conducteur de type N. Voici un schéma qui le représente. Donc le semi-conducteur dopé positivement avec chaque atome qui va contenir, on l'a vu tout à l'heure, un trou, noté positivement ici. Par contre, du côté du semi-conducteur dopé négativement, en fait, chaque atome aura un électron qui va pouvoir se détacher, donc un électron libre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la frontière ici? Ce qui va se passer, c'est que l'électron libre a tendance à venir boucher le trou des atomes situés juste à côté. Et donc, si ceci se passe, il va apparaître de chaque côté des ions, donc des ions positifs ici, puisque eux, ils auront perdu un électron, donc ils deviendront positifs, et eux, comme ils ont gagné un électron, ils deviennent négatifs. Et la présence de ces deux types d'ions, en positif et en négatif, va générer ce qu'on appelle un champ interne, qui aura comme rôle d'empêcher le passage des électrons libres de là à là. En effet, le champ électrique aurait tendance à repousser les électrons, ou à aussi repousser les charges positives de ce côté-là. Donc ça va faire une frontière infranchissable. Quelle est la constitution d'une cellule photovoltaïque? Voici un schéma qui nous la représente. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'une cellule photovoltaïque est constituée justement d'une jonction PM. Donc voici la zone dopée positivement, la zone dopée négativement, et donc ici la frontière avec le champ électrique interne. Comment va fonctionner cette cellule photovoltaïque? Donc exposée à la lumière, certains photons vont arriver à arracher un électron aux atomes de silicium. Et donc cet électron, sous l'effet du champ électrique interne, va être attiré par la borne ici moins de la cellule photovoltaïque. Et par contre, les trous, eux, là, vont pouvoir être déplacés, attirés vers la borne plus de la cellule photovoltaïque. Ainsi, il va apparaître donc un courant qui va circuler, donc les électrons vont circuler dans ce sens-là, et le sens conventionnel du courant sera dans ce sens-là. Donc on peut définir donc la borne plus là, la borne moins là, et donc il va apparaître une différence de potentiel, une tension, comme indiqué ici sur le schéma. À présent, nous allons revenir sur le diagramme énergétique d'un panneau photovoltaïque. Comme on l'avait vu au début, le panneau photovoltaïque va transformer la puissance lumineuse en puissance électrique. Mais cette transformation ne va pas se faire à 100%. Il va y avoir des pertes, d'où la puissance thermique ici. Ainsi, on va pouvoir définir le rendement du panneau photovoltaïque par le rapport de la puissance électrique voulue sur la puissance lumineuse fournie.
Et bien sûr, il sera toujours inférieur à 1 puisqu'il y a des pertes ici. De manière générale, si on achète un panneau photovoltaïque dans le commerce, son rendement sera compris à peu près entre 10 et 20%. C'est un rendement relativement bas si l'on compare à un alternateur. L'alternateur, son rendement était de l'ordre de 90%. Alors pourquoi ce rendement est-il si faible? Alors pour le comprendre, nous allons exploiter le graphique suivant qui représente l'irradiation en fonction de la longueur d'onde. Alors première grandeur à retenir, c'est celle-ci. Ça, c'est la longueur d'onde de coupure du silicium qui vaut 1,12 micromètres. Ce qui veut dire que si la longueur d'onde est supérieure à ce valeur-là, en fait, les photons ne vont pas pouvoir arracher les électrons au panneau photovoltaïque. En fait, ils ne seront pas assez énergétiques. Donc c'est uniquement les photons qui ont une longueur d'onde inférieure à 1,12 micromètres qui vont pouvoir arracher des électrons au panneau photovoltaïque. Et ensuite, donc vous voyez, ça représente 23,5%. Parmi le reste, il y en a seulement 50% qui va pouvoir être utilisé par les panneaux photovoltaïques. Le reste va être perdu sous forme de chaleur. Donc finalement, ce que l'on voit, c'est que le rendement maximum d'un panneau photovoltaïque est de l'ordre de 50%. Et après, concrètement, vous voyez, il est encore plus bas puisque c'est compris entre 10 et 20%. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Où se trouvent ces panneaux photovoltaïques? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit de la plus grande centrale solaire au monde utilisant des panneaux photovoltaïques. Et elle se trouve à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques. Sa surface est d'environ 8 km². Et c'est relativement immense. Et sa puissance, la puissance électrique va pouvoir fournir cette centrale solaire, c'est de 1200 MW. Alors par comparaison, je vous fais apparaître ici une photo de la centrale thermique de Tahadat, proche de Tanger, et elle, la puissance est de seulement 400 MW. Donc vous voyez que la puissance de cette centrale solaire est 3 fois plus grande que la centrale thermique proche de Tanger. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Hein. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein. Sinon, ça va rendre fat. Hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas parce que tu connais pas ça.